Le grand décryptage consacré ce soir à cet attentat déjoué en France. Le projet des suspects est glaçant. Ils voulaient notamment décapiter un militaire gradé et diffuser la vidéo sur Internet. 3 suspects sont encore en garde à vue ce soir. L'affaire a été dévoilée par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur dès hier soir. Et une partie de la droite crie à la récupération politique autour de cette table. Pour en parler, Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la droite forte, conseiller régional Île-de-France, Les Républicains. Alexis Bachelet, bonsoir, député PS des Hauts-de-Seine. Christophe Coppen, ancien chef des négociateurs du RAID, bonsoir. Et Jean Bevalet, bonsoir, spécialiste des questions de renseignement et directeur du Centre d'études stratégiques sur les risques sanitaires. On ira également des risques de sécurité. Excusez-moi, évidemment. Et nous serons en direct de Bruxelles avec Claude Moniquet, qui est directeur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Voilà. On commence avec la polémique politique. Tout est parti des déclarations ce matin du directeur général des Républicains, Frédéric Pechnard, ancien patron de la police nationale, très proche de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il a accusé le gouvernement de faire de la récupération politique. Et puis j'aimerais qu'on entende ce qu'a dit ce soir sur ce plateau le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé. Écoutez. On a eu François Hollande, président de la République française, qui, sur un quai à Marseille, au fond, organise lui-même une sorte de fuite. Et ça, c'est dangereux, parce qu'il faut être très concret. En ce moment, lorsque les policiers interrogent ces individus, ils vont peut-être, ou peut-être pas, recueillir des éléments nouveaux d'enquête qui conduiront ou qui ne conduiront pas la police à procéder à d'autres interpellations. Il y a un temps pour l'action opérationnelle et il y a un temps pour la communication gouvernementale. Il ne faut pas mélanger les deux. Pardon de le dire directement, François Hollande, une nouvelle fois, a fait preuve d'amateurisme dans cette affaire. Guillaume Larrivé qui accuse le président de la République d'avoir fait preuve d'amateurisme. Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine. Pourquoi est-ce que le gouvernement et François Hollande ont choisi de communiquer sur cette affaire, alors que le président de la République avait dit que des actes terroristes étaient évités chaque semaine ? D'abord, je rappelle qu'au mois d'avril, le Premier ministre avait aussi expliqué que chaque semaine, il y avait des enquêtes en cours, des actions et des capacités à déjouer des attentats. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est totalement innovant et nouveau. La veille, effectivement, de la déclaration du président de la République, il avait lui-même, au moment du 14 juillet de son interview, expliqué qu'il y avait des actions en cours. Bon, le lendemain, il a souhaité apporter un élément de précision. Et ensuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui a été chargé, effectivement, de donner des éléments plus concrets. Moi, ce que je regrette, pour être tout à fait honnête, c'est qu'on a l'impression qu'immédiatement, il y a une partie de l'opposition, je ne dis pas toute l'opposition, mais qui tente d'instrumentaliser cette déclaration du président de la République pour faire croire qu'il s'agit là d'une erreur, d'amateurisme, enfin on entend des mots, alors même que ce sont des sujets extrêmement sérieux et qui appellent, à mon avis, beaucoup de sérénité et surtout, je dirais, de sens de l'intérêt général. Et donc je crois qu'essayer de qualifier comme ça les propos du président de la République, c'est pas rendre service à l'action de nos forces de police, des forces de renseignement. Je crois que depuis le mois de janvier, des moyens considérables ont été mis en œuvre, des lois ont été votées, des postes ont été créés, l'armée, l'opération Sentinelle, 7000 personnels militaires ont été appelés pour sécuriser et faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il faut informer mais sans effrayer, et là je trouve que l'opposition essaye d'effrayer et pas d'informer, et on n'est pas dans le débat qu'on devrait avoir sur ces sujets-là. Geoffroy Didier, Frédéric Pechnard, Guillaume Larrivé, effraie la population ? Nous avons des services de renseignement qui sont particulièrement performants. Et d'ailleurs, je veux profiter de cette occasion pour leur rendre hommage. Mais je crois qu'il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser travailler. Vous parliez de Frédéric Pechnard et de Guillaume Larrivé. Ça tombe bien, j'ai travaillé avec chacun des deux, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pendant 2 ans. Et je sais, pour y avoir travaillé, avoir vu l'action de près de la police et des services de renseignement, que des attentats déjoués, je laisserai ensuite les spécialistes s'exprimer, que des attentats déjoués, il y en a heureusement ou malheureusement, parce que ça exprime aussi évidemment la menace qui pèse sur notre pays, il y en a beaucoup qui sont déjoués, peut-être plusieurs par mois. Je peux effectivement comprendre l'étonnement
que j'estime totalement légitime de Frédéric Pechnard ce matin à la radio, qui a dit mais pourquoi tout d'un coup François Hollande s'exprime-t-il sur un attentat déjoué, alors que si les Français ont le droit évidemment à la vérité et à l'information, ils ont avant tout le droit à la protection. Et j'estime qu'il y a des informations qui relèvent des services de renseignement et qui ne relèvent que des services de renseignement. Et que leur révélation, qui plus est par la plus haute autorité de l'État, devant des caméras de télévision, François Hollande en l'espèce, est dangereuse pour l'enquête, dangereuse aussi peut-être pour des personnes qui peuvent être victimes ou qui empêchent l'enquête d'avancer. Donc faisons un peu moins de communication et un peu plus d'action. Christophe Coppen, ancien chef des négociateurs du RAID. Comment est-ce que, quand on est enquêteur, quand on est policier, on vit ces polémiques politiciennes ? Avec une grande difficulté qui est de trouver le juste milieu pour, d'une part, rassurer sur l'efficacité de l'engagement de l'État et en même temps protéger les opérations de police qui se font et donc l'aspect judiciaire des choses. Très compliqué parce qu'il y a une nécessité quand même indiscutablement à rassurer. Aujourd'hui, personne ne comprend pourquoi est-ce que cette guerre-là est en train de nous submerger, venir chez nous de cette manière-là avec autant d'agressivité. Et donc, il y a une émotion particulière dans la population et cette émotion-là, eh bien, elle nécessite peut-être certainement plus communiquer encore qu'on ne le ferait normalement. Jean Beauvalet, ça peut gêner une procédure que de communiquer, j'allais dire à outrance, en tout cas que de communiquer sur une procédure en cours. Trop de communication nuit à une bonne communication. Moi, je ne m'exprimerai pas sur un plan politique, je n'en ai pas les compétences, mais je ne suis pas sûr que les gens qui sont en charge de l'enquête soient toujours ravis qu'on mette comme ça devant leurs actions, leurs interventions, surtout tant que l'affaire n'est pas réglée. Qu'on en parle. Moi, je suis extrêmement, si vous voulez, mesuré sur tout ce qui est communication liée notamment au terrorisme. Il faut beaucoup de prudence tant que l'affaire n'est pas, je dirais, quasiment jugée. Est-ce qu'on peut imaginer que la divulgation de cette enquête ait eu lieu pour aller flatter les services, pour flatter la DGSI, pour dire on ne fait pas que vous blâmer quand un attentat est produit, il y a aussi du boulot, la preuve. Vous savez, flatter les services, que ce soit la DGSE, la DGSI, il y a 4 grosses institutions du renseignement en France, avec la DPSD et la DRM, je crois qu'on les flatte quand on leur donne déjà les moyens. Bon, il y a une loi sur le renseignement. L'État s'est engagé à développer le recrutement, à leur donner des moyens techniques, à leur donner des moyens financiers. Ces 4 structures regroupent elles-mêmes des crédits d'environ 1,2 milliard à peu près et 70 millions de fonds spéciaux pour 12 000 hommes. Voilà, je crois que si on veut flatter ces services-là, c'est donnons-leur les moyens avec de non l'argent, seulement des moyens d'exister, financiers, mais des moyens de travailler et d'aller au bout de leurs actions. Sur le projet lui-même, un fort militaire était visé, un islamiste s'en est pris récemment, on s'en souvient, à un site Céveso en Isère, après avoir assassiné son patron en le décapitant. Est-ce que la sécurisation des sites sensibles devient la priorité numéro 1 en France ? Je vous pose la question à tous les 4. Oui, indiscutablement, il y a un ensemble de ce que l'on appelait autrefois les cibles molles, c'est-à-dire des sites qui étaient, on le savait, très stratégiques en soi, mais qui ne constituaient pas, a priori, une cible terroriste potentielle, qui aujourd'hui sont vraiment au cœur de la stratégie de déstabilisation de l'État islamique et de l'ensemble des islamistes radicaux qui ont décidé de frapper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout devient cible ? Je suis assez d'accord avec cette approche. Je crois que c'est le monde de l'entreprise. Il y a bien sûr ces entreprises-là très, très, très particulières, mais globalement, c'est le monde de l'entreprise aujourd'hui qu'il faut sensibiliser, qui était déjà sensibilisé pour les expatriés en mission extérieure, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est sur notre territoire national, sur le sol national. En clair, les entreprises qui étaient dans les secteurs sensibles du monde étaient ultra sensibilisées, les installations pétrolières, moins sur le territoire national, moins en métropole. Il y a en tout cas certainement un effort à faire dans ce domaine.
Enfin, pour Alexis quand Bachelet. même parler de choses très concrètes, il se trouve que dans ma circonscription à Gennevilliers, il y a des dépôts pétroliers Près de Paris. qui sont classés Céveso, près de Paris. C'est d'ailleurs le plus important dépôt à proximité immédiate de la capitale. Et dès le mois de janvier, le préfet des Hauts-de-Seine, que j'ai interrogé sur ces sujets, a inspecté tous les sites classés type Céveso du département. Et il a reçu instruction du ministère de l'Intérieur de vérifier effectivement les points de sécurité, les mesures anti-intrusion, de renforcer par exemple la vidéosurveillance. Et je sais que les services de l'État, depuis le mois de janvier, en tout cas au niveau de mon département, ça s'est passé comme ça. C'est pas pour faire de la communication, c'est de l'information, c'est concret. J'en ai discuté avec le préfet dans les Hauts-de-Seine et on a des mesures qui ont été renforcées, je le dis, dès le lendemain des attentats. L'État a eu cette préoccupation via les services préfectoraux d'inspecter et de mener effectivement des opérations de renforcement de la surveillance de ces sites. Mais Et qui sécurise ces sites pétroliers à 2 pas de la capitale? Des entreprises privées ou les services de l'État, la Les deux. police, les militaires? les deux, c'est-à-dire que sur les sites eux-mêmes, il y a des entreprises privées, des sociétés de sécurité dont c'est le travail de surveiller des installations classées, mais en plus, les patrouilles de police à proximité de ces sites ont été renforcées. Et ça, c'est une décision du préfet dans le département qui a mis des moyens sur le terrain pour effectivement organiser des patrouilles régulières autour de ces sites. Il y a des questions qui se posent sur les contrôles de ces sociétés de sécurité privées. Jean Bevalet? Oui, bien sûr. Elles sont des questions qui se posent, elles sont forcément contrôlées. Est-ce qu'elles sont déjà par assez définition. contrôlées? Est-ce qu'elles sont assez contrôlées? Je ne sais pas si elles sont assez contrôlées. Pourquoi est-ce que je dis je ne sais pas? Tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri dans n'importe quelle structure. La preuve, aujourd'hui, on dit que c'est un ancien militaire qui aurait voulu fomenter un attentat. Donc pourquoi pas un ancien d'une société privée, un ancien policier, un ancien gendarme? Je veux dire que ce côté c'est un ancien d'eux, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Maintenant, il y a des contrôles régaliens qui sont faits sur toutes ces structures. Je pense qu'effectivement, ça aura du résultat. Oui. Ça aura du résultat. Geoffroy Didier. Après, on part à Bruxelles. D'accord. Les sociétés de sécurité privées sont effectivement contrôlées par le ministère de l'Intérieur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, qu'elles soient privées ou que ce soit le ministère de l'Intérieur et les forces de sécurité de l'État, l'important, c'est qu'elles puissent agir dans la discrétion. C'est bien le propos de ce soir. C'est bien la polémique du jour. Qu'elle puisse agir dans la discrétion. Et ça doit dépasser les clivages droite et gauche. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un président de la République qui dit des choses qui n'ont pas à être dites. Voilà. Il faut revenir à l'essentiel de ce point d'actualité. Et j'estime qu'il faut laisser tranquilles les services de renseignement. Il faut aussi laisser tranquilles d'ailleurs les sociétés privées de sécurité à partir du moment où elles sont surveillées dans leur action par le ministère de l'Intérieur. Et à partir du moment où elles sont légales et qu'elles font un bon travail, surtout qu'elles puissent travailler discrètement et qu'on ne fasse pas de surcommunication ou de récupération ou d'appropriation politique à partir de cela. Et j'estime que ça, c'est notre devoir de responsable politique et de responsable public, que l'on soit de droite ou de gauche, que l'on soit député, parlementaire, sénateur ou président de la République. Pas de surcommunication. La menace, elle est réelle, la menace, elle est grandissante, donc soyons de grâce discrets. Soyons discrets. On part à Bruxelles retrouver Claude Moniquet, qui est directeur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Merci d'être en direct avec nous ce soir, Claude Moniquet, depuis Bruxelles. Tout d'abord, une question sur l'affaire de cet attentat déjoué, sur cette enquête. On sait que l'un des protagonistes était en lien avec l'État islamique. Est-ce que cela vous étonne et est-ce que cela veut dire que ces suspects, ou au moins l'un d'entre eux, pouvaient recevoir des ordres directement de Syrie? Alors nous avons un petit souci de son. De l'actionner à distance. Vous reposez Oui. la question Est-ce que vous puisque nous m'entendez? n'avons pas entendu votre réponse. Oui. Je voulais savoir si le fait que l'un des suspects était en lien avec un membre de l'État islamique en Syrie, cela veut dire que ces 3-4 suspects étaient téléguidés depuis le théâtre d'opération, depuis la Syrie, depuis l'Irak, depuis cette terre occupée par cet État islamique, cette organisation terroriste État islamique. Je ne pense pas qu'il y ait de lien automatique entre le fait d'avoir une relation avec un membre de l'État islamique et le fait d'être téléguidé par l'État islamique.
Je crois qu'on a assisté depuis le mois de mai 2014 avec l'attentat de Médine Mouche à Bruxelles, qui a été le premier attentat directement lié en Occident à l'État islamique. On a assisté à toute une série de variantes. On a eu des gens qui ont agi en étant téléguidés, télécommandés, qui avaient reçu des ordres ou des consignes. Et puis il y a eu plein de gens, la majorité, avaient agi de leur propre initiative, sur des choix personnels, sans doute infectés à distance par les virus radicaux de l'État islamique, peut-être plus ou moins orientés à distance vers des cibles, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient téléguidés. Donc je pense que ce sont deux choses différentes. L'État islamique a cette capacité qui est particulièrement inquiétante, à la fois d'organiser des choses et de susciter des choses. Merci Claude Moniquet. Autre question évidemment sur ce projet d'attentat déjoué. Les 3-4 suspects sont jeunes, très jeunes, 17 ans pour le principal instigateur. Est-ce que la jeunesse de ce suspect vous interpelle ? Pas du tout. Ça m'aurait interpellé il y a 5 ou 10 ans. Il faut comprendre que entre la période Al-Qaïda et la période d'État islamique, il y a eu un glissement qui s'est fait, qui est un glissement à la fois quantitatif et qualitatif. Al-Qaïda, les réseaux Al-Qaïda en Europe, il y a 10 ou 15 ans, c'était 100, 200, 300 personnes. Peut-être 500 maximum sur toute l'Europe. Et c'est un grand maximum. Les réseaux de l'État islamique aujourd'hui, les sympathisants de l'État islamique en Europe, c'est entre 5 et 10 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu clairement, d'abord, une augmentation massive, quantitative, mais également, bien sûr, une baisse qualitative. Les gens de l'État islamique, les gens d'Al-Qaïda, étaient bien formés, avaient habituellement 10 ans de plus qu'aujourd'hui. Ils avaient entre 29, 28, 29 et 30, 35 ans. Aujourd'hui, en 10 ans, les gens qui travaillent pour l'État islamique ont perdu 10 ans. On a effectivement des jeunes qui sont autour de 20 ans, souvent 20, 21, 22, mais on a en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Belgique, on a des terroristes qui ont rejoint l'Irak, la Syrie ou l'Irak, ou qui sont actifs sur nos territoires nationaux, qui ont 16, 17 ans pour les plus jeunes, souvent 18, 20, 19 ans. Donc ce n'est pas interpellant. Ça fait partie de la logique du recrutement de l'État islamique. Claude Moniquet, une autre question. La France a voté le projet de loi renseignement. Est-ce que la France, en Europe, vous êtes à Bruxelles, vous étudiez la sécurité au niveau européen, la France est un des pays qui s'arme le mieux contre cette menace terroriste ou pas ? Alors, comme vous le savez, c'est une loi qui a été fortement contestée. Moi, j'ai passé 20 ans dans les milieux de renseignement officiels, dans un service français. Donc, je pense que cette loi était bienvenue. Je pense qu'elle donne effectivement plus de moyens à l'État pour se défendre. Effectivement, les droits de l'homiste, les adeptes d'un Internet sans contrôle peuvent penser que c'est intrusif, que c'est une violation de la vie privée, que c'est très regrettable. Moi, je pense effectivement que si on avait eu ces outils peut-être à l'époque de Mera, à l'époque d'autres personnes qui ont agi depuis, ou un peu avant, on aurait peut-être pu éviter des attentats. Il est clair, dans le cas qui nous occupe sur cet attentat, même si j'ai des doutes sur la cible qui est évoquée, il est clair que c'est le fait que ces gens aient communiqué entre eux, parce qu'ils étaient éclatés aux 4 coins de la France, donc ils ont dû communiquer, ils ont dû soit se déplacer, soit communiquer par téléphone, communiquer par Internet. Il est clair que c'est ça qui a permis aux services de renseignement et de police d'avoir une vision relativement claire et exacte du réseau et de ce qui se passait. Et je pense que cette loi sur le renseignement est une bonne loi. Et je crois effectivement que la France est un des pays qui se bat le mieux, avec les meilleurs outils contre le terrorisme, même si des choses restent à faire. Mais c'est aussi dû au fait que la France, il ne faut pas l'oublier, est victime du terrorisme depuis des dizaines d'années. On a eu les attentats téléguidés par Téhéran dans les années 85-86. On a eu les attentats du GIA dans les années 90. On a eu par la suite les tentatives d'attentats liés à Al-Qaïda. Maintenant, on a l'État islamique. Donc on a une très longue expérience, malheureusement, mais dont on a tiré profit pour se doter d'outils qui sont par exemple un pôle d'instruction spécialisé, un pôle du parquet qui est spécialisé. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont ça. Des moyens assez conséquents pour les services de renseignement et aujourd'hui un arsenal juridique qui leur permet de travailler. Une dernière question, pourquoi est-ce que vous avez fait part à l'instant de vos doutes quant à la cible de ces 4 suspects ?
Mais je pense que quand M. Koulibaly attaque un supermarché cachère à Porte de Vincennes, on est sur ce qu'on appelait tout à l'heure une cible molle. C'est pas très compliqué. Un enfant peut le faire, grosso modo. Penser réellement qu'on va attaquer la base d'entraînement commando de Collioure, pénétrer dans la base, mettre la main sur le chef de l'établissement et le décapiter devant une caméra, je pense que soit c'est de l'inconscience totale, soit c'est du fantasme. Ce qui ne veut pas dire que ces gens ne sont pas dangereux. Le fait qu'ils aient ce genre d'un fantasme prouve qu'il y avait une volonté de passage à l'acte et qu'ils cherchaient quelque chose à faire et qu'ils évoquaient cette hypothèse. Je ne pense pas que c'était une cible réelle et je ne pense pas certainement qu'ils auraient pu réussir dans leur attentat. Ce qui me fait penser effectivement, et je rebondis sur ce qui a été dit avant que j'intervienne, que d'une part les arrestations ont peut-être été un peu prématurées et la communication politique autour de ce projet d'attentat a certainement été totalement prématurée et à mon avis beaucoup trop large. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été en direct avec nous ce soir dans ce grand décryptage sur iTélé. Je me tourne vers vous Christophe Coppen. Vous avez également des doutes quant à la cible de ces 4 suspects ? On peut imaginer en effet qu'il y a une dimension fantasmée de ce ciblage. Mais en revanche, une chose est sûre, ce sont des individus qui sont imprévisibles, qui ont un comportement qui est accéléré, c'est-à-dire qui sont véritablement dans une inflation d'extraordinaire. Et donc, ils vont aller chercher donc, à marquer les esprits. Et pour ce faire, eh bien, il faut trouver quelque chose de fort. Ils ont la connaissance, très certainement, l'enquête le dira, mais d'un site militaire qui est symbolique. À partir de ce moment-là, eh bien, une action qui Centre d'entraînement des forces spéciales. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont chercher très certainement à au moins essayer de faire quelque chose qui ait du sens en termes de combat. Donc, ça peut être en effet une cible. Ils ont parlé visiblement assez facilement aux enquêteurs. Qu'est-ce que ça peut dire de leur profil ? Ça montre que le niveau de radicalisation d'une part n'est pas à la hauteur en fait du niveau véritablement de conviction combattante de ces individus. Il est très difficile de résister à des interrogatoires de police parce qu'ils sont très bien structurés, ils sont bien organisés de manière à mettre les gens devant leurs contradictions et donc au bout d'un moment, eh bien, lorsque vous n'êtes pas vraiment préparé à ce genre de choses, vous lâchez. Là, a priori, ce sont des jeunes qui ont monté donc en intensité sur les réseaux sociaux entre eux, sur un petit groupe très certainement, et ça n'enlève rien à leur dangerosité, mais en revanche, eh bien, ça renforce notre inquiétude quant au côté imprévisible. Claude Moniquet, il faisait allusion à Geoffroy Didier ? Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, tout à l'heure vous interrogez sur le jeune homme, enfin sur l'âge précisément du jeune homme, 17 ans, du principal suspect. Un quatrième qui a Et été ça n'a rien relâché d'étonnant, puisque Internet est un vecteur de diffusion de la radicalisation hallucinant et qui est en train de grandir à vitesse exponentielle. J'étais favorable au projet de loi renseignement, parce que je pense qu'il faut se donner les moyens, effectivement, de surveiller les terroristes ou les terroristes présumés. Mais elle n'est pas allée suffisamment loin, cette loi, parce qu'il fallait, par exemple, pénaliser la consultation régulière et habituelle des sites Internet djihadistes. Il y en a énormément. Il y a une diffusion sur la toile de vidéos de décapitation. De sites islamistes aujourd'hui. Elle n'a pas pénalisé la consultation régulière. J'estime qu'une personne sans motif légitime qui va régulièrement sur des sites de radicalisation, eh bien, c'est que c'est une personne qui se radicalise. Donc il faut pénaliser la consultation régulière de ces sites Internet et il faut pouvoir les interpeller préventivement. C'est tout le travail des services de renseignement en amont du processus judiciaire. Et ça, la loi, il y a eu des amendements qui ont été déposés par les Républicains et qui ont été systématiquement refusés par la majorité socialiste. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à l'âge des personnes interpellées, c'est que c'est lié aussi à l'inflation de l'utilisation des réseaux sociaux ou même des enfants. Enfin ça existe, on ne peut pas lutter contre. Non seulement ça existe, mais ça s'est énormément développé. Il fallait s'y attaquer alors. Et donc, oui, vous prétendez que on va, à travers des lois, filtrer tout ce qui se passe sur Internet. Je pense qu'il ne faut pas raconter aux gens des fariboles. Je crois ça a été dit par Claude Moniquet, le spécialiste. Il a dit on a mis en place, avec la loi renseignement, un arsenal juridique qui permet à nos services de renseignement de travailler, de faire les détections, les suivis de suspects. Donc voilà, je crois que c'est une loi déjà qui n'a pas d'ailleurs été votée par tous les parlementaires, y compris chez les Républicains. J'ai dit que je la soutenais. Et donc je crois qu'il est essentiel sur ces sujets-là qu'on fasse au maximum le consensus national pour donner les moyens
à nos forces de sécurité et de renseignement de travailler dans de bonnes conditions, sur le plan ça, des moyens et sur le plan on est tous d'accord sur le législatif. principe. Mais ce sont des mots. Concrètement, Non, prenons un exemple précis et concret pour le téléspectateur. Vous, ça ne vous choque pas qu'on refuse de pénaliser, que vous refusiez de pénaliser une consultation régulière de sites internet djihadistes? Qu'est-ce qui fait que vous avez refusé de voter un amendement comme celui-ci? Moi, je n'ai pas refusé de voter. Je pense En que tout le cas, la gouvernement a majorité décidé. socialiste a refusé de voter ça. Parce qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens. Il faut mettre des bornes. Parce que c'est facile. Vous aussi, vous utilisez La des mots faciles. consultation régulière des djihadistes, vous estimez que ce n'est pas de dépasser les bornes. Mais écoutez, vous estimez qu'une c'est personne n'est pas en train de se facile- radicaliser c'est facile de quand elle dire va ça. consulter habituellement des sites djihadistes. D'abord, il faut caractériser ces sites. Ensuite, est-ce que les gens peuvent arriver... Je sais Vous pas avez si des vidéos ça doit vous décapitation, arriver vous savez, d'utiliser la Internet. caractéristique est vite Ça faite. doit vous arriver d'utiliser Internet de temps en temps. Vous pouvez tomber sur un site que vous n'avez pas forcément voulu, simplement en soyons quelques précis. clics. Vous avez dit Donc tomber. vous allez, Moi, j'ai dit consultation criminaliser les gens régulière. qui atterrissent sur des Ça sites existe par pour la- accident. Mais Monsieur Bachelet, ça Bien sûr. existe pour la pédopornographie. D'accord. Ça existe pour la pédopornographie. peut Il y a non mais quand monter même des soyons fantasmes, précis parce qu'il faut qu'on soyons avance dans le sérieux débat aussi, soyons parce que sérieux. Monsieur Bachelet nous dit des mots, mais concrètement lorsqu'on prend un exemple précis, pour le coup, il refuse de le voter. Donc moi je dis juste que le processus qui existe déjà et qui a été voté et qui est légalement mis en œuvre, qui permet de pénaliser les personnes qui vont habituellement sur des sites pédopornographiques, eh bien j'aimerais que ce soit la même chose pour les sites djihadistes. La Eh loi bien, la majorité permet de socialiste fermer des des spectateurs sites l'a refusé. identifiés comme Mais menant c'est une important d'être propagande précis, djihadiste. Monsieur Bachelet. Et donc, on a des moyens de travailler. Écoutez ce que disent les spécialistes sur ces sujets-là. La France est armée pour lutter, y compris sur les réseaux sociaux et sur cas, vous Internet. avez refusé de Jean le voter. contre les Beauvalet, réseaux vous êtes un djihadistes. spécialiste du renseignement. Vous allez peut-être, si ce n'est les mettre d'accord, Geoffroy Didier et Alexis Bachelet, en tout cas, peut-être apporter votre expertise. Est-ce qu'il est possible de contrôler plus Internet, techniquement? Est-ce qu'il est possible de fermer des sites islamistes, alors que on en trouve dans le monde entier? Est-ce qu'il est possible de bloquer, à l'arrivée en France, des images de propagande de Daesh, des images de décapitation, des images d'immolation par le feu, des images d'exécution qui arrivent en France? Alors, beaucoup Il de est questions- interdit de les publier sur du papier, on les retrouve sur Internet. Est-ce que beaucoup c'est de- techniquement Beaucoup possible de questions. de les Déjà, empêcher je n'aurais d'arriver? pas la prétention de mettre d'accord vos deux invités, ce serait trop dangereux. Mais je crois que assurément, techniquement, oui, on a des moyens. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez... Parce qu'il y a la consultation des sites, mais il y a ces images qui arrivent sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur Twitter sans chercher même. Alors, vous allez... Enfin, sans chercher, vous voyez, c'est là où je dis qu'il faut quand même être prudent. Effectivement, je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites tout à l'heure. Il y a le fait de tomber par hasard, des fois, sur un site, quel qu'il soit, et puis ça ne correspond pas à une attente, et à ce moment-là, on change de site. Il y a le fait ensuite de pouvoir justifier. Moi, je vais régulièrement sur toute une série de sites qui sont liés au renseignement, qui sont liés aux musulmans, qui sont liés aux groupes terroristes, etc. Si un jour la police vient me voir en me disant « Monsieur, expliquez-moi pourquoi, les raisons pour lesquelles vous visitez ce site », je vais pouvoir leur expliquer bien sûr. d'une façon extrêmement précise. Et c'est pour Par ça que tout à contre, l'heure j'ai les- dit sans motif légitime. Mais vous avez un motif légitime pour y aller. Je crois, je l'espère. Bah, oui, nous sommes bien d'accord. Maintenant, effectivement, des sites qui sont consultés avec des mises à mort, parce qu'on en trouve, etc. Aujourd'hui, ça demande aussi du monde. Tout simplement, ça demande de l'humain. Parce qu'il faut les trouver, ces sites. L'informatique ne fait pas tout, la technique ne fait pas tout. Donc, il faut... oui, on peut, Et certains on peut le comptes faire. Twitter, certains sites sous couvert d'information diffusent. Alors, ces attendez, images. vous avez quand même, je vais juste faire une petite remarque purement technique, si vous le permettez. C'est que vous avez deux options. Soit je décide de fermer le site au sens large du terme, d'accord? Ça, c'est une possibilité technique, on n'en parle plus. Sauf que les éléments de base, eux, iront certainement se reproduire ailleurs. Soit je décide de ne pas le fermer, mais de le suivre discrètement, ce qui me permet d'avoir des possibilités d'information par la suite. Donc voilà, il faut aussi être prudent sur le choix de je ferme pas. Il y a la recherche. Merci à tous les quatre. Merci Geoffroy Didier, merci Christophe Coppen, merci Jean Beauvalet et merci Alexis Bachelet. 23h13, restez bien avec nous. Et dans un instant, le sport, tout le sport avec Salim Bongalier. À tout de suite.